Hello à vous, j'espère que tout va très bien de votre côté. Retour au décor originel pour cette nouvelle Histoire de l'ombre consacrée à Spartacus, le fameux gladiateur qui défia Rome pour mourir libre. Avant de nous lancer dans la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ce serait très gentil de votre part. Je suis également très présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai supprimé le groupe privé pour créer une page publique. Et j'ai également un site internet à l'adresse histoiredelombre.fr, très original, je sais. Ceci étant dit, on s'installe et on va maintenant parler de Spartacus. Né vraisemblablement aux alentours de 100 avant notre ère, Spartacus est originaire de Thrace où il est né homme libre. Alors pour bien vous situer, nous sommes durant l'Antiquité, à la fin de la République romaine, et la Thrace c'est une région du sud-est de l'Europe qui à l'époque se situe aux limites du monde grec mais qui aujourd'hui serait à cheval sur les territoires de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie. Sur l'enfance et la famille de Spartacus, eh bien, on a malheureusement très peu d'éléments. À vrai dire, on se demande même si Spartacus était le véritable nom de cet homme. On suppute par exemple qu'il aurait pu se donner un tel nom quand il a intégré l'univers des gladiateurs, comme cela pouvait se faire, comme une sorte de nom de scène. Mais on peut aussi dire que l'hypothèse selon laquelle Spartacus serait son vrai nom est une hypothèse plausible, et dans ce cas, on a plusieurs autres hypothèses. Par exemple, on pense que Spartacus pourrait découler de la ville de Sparta, située au nord de la Macédoine, ou bien révéler une ascendance plutôt prestigieuse, puisqu'il est établi que plusieurs rois de Thrace portaient le nom de Spardokos ou Spartokos, ce qui ressemble quand même vachement à Spartacus. Dès lors, est-ce qu'on doit en déduire que Spartacus avait des origines aristocratiques, provenait d'une famille noble? Eh bien, figurez-vous que contrairement à l'image qu'on peut en avoir, il y a plusieurs indices qui vont tendre dans cette direction. Le premier, le plus important, c'est le fait que Spartacus était un grand stratège et un cavalier accompli. Or, à l'époque, en Thrace, seuls les fils de bonne famille savent, apprennent à chevaucher. C'est quelque chose qui est réservé uniquement à l'élite. Second indice qui est donné par Plutarque, qui n'est pas contemporain des faits, Plutarque nous dit que la femme de Spartacus, Thrace elle aussi, était devineresse et sujette au transport de Dionysos, du dieu Dionysos. Et si c'est vrai, ça voudrait dire que la femme de Spartacus avait des origines aristocratiques, puisque pour être prêtresse, eh bien, il fallait provenir d'une famille noble. Or, on le sait, on a tendance à se marier avec quelqu'un du même milieu social. Alors cette information est à prendre avec des pincettes, puisqu'on va assez vite perdre la trace de cette femme dans les sources historiques, au point où l'on peut se demander si elle a réellement existé. Dernier indice, peut-être le moins important des trois, mais qui en dit quand même long sur l'image qu'avait répercutée Spartacus sur les historiens et les écrivains de l'époque, c'est encore Plutarque qui va dire de Spartacus qu'il était un homme de grande force de corps et d'âme, d'une douceur et d'une intelligence supérieure à sa fortune, et plus digne d'un grec que d'un barbare. Ça en dit quand même long sur l'image qu'a renvoyée Spartacus. Et bon, si on résume, on peut quand même penser que Spartacus avait plus vraisemblablement des origines aristocratiques plutôt que des origines très simples, comme souvent on va le présenter dans la culture populaire. On va souvent voir dans des films ou lire dans des livres que Spartacus était un simple berger. Et on peut comprendre cette transformation qui n'est pas forcément historique par le fait que ça le rend tout simplement plus attachant. Le lecteur, le spectateur va plus s'attacher à la figure d'un jeune berger à qui il arrive plein de malheurs plutôt qu'à la figure d'un fils de bonne famille avec qui il est difficile de s'identifier. Là où les historiens ont beaucoup moins de doutes, c'est sur le fait que Spartacus soit né dans une tribu nomade en Thrace, tribu qui dépendait de Rome. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Spartacus et son peuple avaient des obligations vis-à-vis de l'Empire romain, et notamment celle de servir dans les troupes auxiliaires de l'armée romaine.
On pense que Spartacus a servi entre -87 et -83, époque à laquelle Sylla est engagé dans un conflit contre Mithridate VI en Grèce et en Macédoine. Alors, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails de ce conflit, ce n'est pas utile pour le propos du jour. En plus, c'est plein de dates et plein de lieux qui n'existent plus, donc c'est assez compliqué à expliquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, Spartacus va finir par déserter l'armée romaine. Alors pourquoi? Eh bien, les véritables motivations du Thrace resteront à jamais floues, hein. Le gars n'a pas laissé d'autobiographie derrière lui, mais on peut penser qu'il en avait assez de la discipline romaine et qu'il voulait tout simplement rentrer chez lui. Mais fait assez notable quand même quand il va être rattrapé, notre Spartacus, parce que oui, il va être rattrapé, malheureusement pour lui, eh bien, il va être fait prisonnier. Donc là, on est à peu près en -75, et vous vous dites, bah, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Eh bien, figurez-vous que si, puisque en général, quand on déserte l'armée romaine, il faut plutôt s'attendre, si on est rattrapé, à se faire exécuter ou bien subir des tortures. Or, Spartacus va simplement être fait prisonnier. On peut penser que les Romains ont été impressionnés par cette montagne de muscles et que plutôt que de l'éliminer, ils se sont dit que Spartacus pourrait servir à quelque chose. Dans tous les cas, c'est en -74 que Spartacus est ramené à la capitale, à Rome, et là, il va être vendu comme esclave. Et parfois, vous pouvez entendre, vous pouvez lire qu'il a eu de la chance, parce qu'il n'a pas été envoyé dans les mines de sel, dans les carrières de pierre, mais qu'il a été vendu comme gladiateur et que donc il avait un jour la possibilité d'être affranchi. Alors c'est pas totalement faux, mais attention quand même, il faut savoir que les affranchissements, donc le fait d'être à nouveau libre, de ne plus être esclave de gladiateur, eh bien c'est quelque chose qui a été fort rare dans l'histoire. En plus, personnellement, je trouve pas que ce soit spécialement une aubaine d'être arraché à sa terre natale, fait prisonnier et puis envoyé au jeu du cirque. Je pense qu'il y a mieux. Dans tous les cas, Spartacus est acheté par le laniste Lentulus Batiatus qui possède un ludus, donc une école de gladiateurs à Capoue, toujours en Italie. Je crois que je prononce des fois le U du latin U et des fois OU. Franchement, cherchez pas, il n'y a pas de logique là-dedans. En tout cas, un laniste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelqu'un qui va en fait former, d'abord acheter, hein, puis former les gladiateurs et éventuellement les louer ou les revendre pour les jeux du cirque. Et sans entrer dans les détails de la profession de gladiateur, je vais juste vous donner une information qui est importante pour comprendre ce qui se passe à l'époque de Spartacus. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais tout à fait en reparler dans une autre vidéo. Alors, il faut vous dire que la gladiature, c'est un système qui a existé pendant des siècles et forcément, ça n'a pas été uniforme. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a bien eu une époque, hein, notamment à l'apogée de l'Empire romain, où les gladiateurs étaient presque vénérés, hein, vraiment, on les applaudissait, on les admirait, ils pouvaient devenir des célébrités, voire être riches. Sauf que à l'époque de Spartacus, donc à la fin de la République romaine, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Les gladiateurs, ce sont des personnes qui sont méprisées, on n'a absolument aucun respect pour eux, hein. Si on veut parler crûment, ils sont considérés comme de la bouse. Et c'est vraiment un état de fait qui va durer tout le temps où Spartacus va être gladiateur, hein. Ça va pas durer très longtemps, mais malgré tout, dites-vous bien que quand il rentre dans l'arène, hein, c'est pas Spartacus, hein, c'est vraiment les gens qui le regardent en mode quel être vil. Bref, pour en finir sur cette première partie de la vie de Spartacus, il y a une phrase qu'a écrite un historien romain d'origine berbère et qui a vécu au IIe siècle de notre ère qui s'appelle Florus, qui résume assez bien la chose, donc je vais vous la lire. Spartacus, ancien Thrace, tributaire devenu soldat. De soldat déserteur, ensuite brigand, puis, en considération de sa force, gladiateur. Donc vous voyez, le gars, en une phrase, il vous résume tout le début de la vie de Spartacus. Comme quoi, ça ne sert à rien de faire un début de biographie aussi long. C'est durant l'été 73 avant notre ère que les 200 esclaves gladiateurs de Lentulus Batiatus, donc celui qui a acheté Spartacus et qui possède une école de gladiateurs à Capoue, eh bien, vont fomenter un plan pour retrouver leur liberté
avant d'être dénoncés. Malgré tout, entre 70 et 74 d'entre eux vont mener le plan jusqu'au bout et parvenir à s'évader, même s'ils doivent fuir sans armes ni vivre. Alors là, on peut se dire que l'épopée risque d'être fort courte. Eh bien, coup de bol incroyable, à peine ont-ils mis le nez dehors qu'ils tombent face à face avec un chariot transportant un stock d'armes destiné à un futur combat de gladiateurs. Donc Spartacus et ses camarades s'emparent des armes, parviennent à défaire la milice de Capoue qui avait été lancée à leur trousse et vont se diriger vers la baie de Naples en s'arrêtant au passage sur les pentes du Vésuve. Alors avant de continuer l'épopée de ces messieurs, il me faut faire un petit aparté sur le contexte historique, puisque les historiens ont coutume d'appeler l'épopée de Spartacus Troisième guerre servile, ce qui sous-entend que Rome a déjà fait face au même type de menaces, et effectivement, Rome a déjà connu des révoltes d'esclaves sur son territoire vers moins 140 et vers moins 100, donc quand Spartacus serait né. Mais la grosse nouveauté avec Spartacus, c'est que les combats vont se dérouler directement sur la péninsule italienne, alors qu'auparavant c'était uniquement concentré sur la Sicile, qui depuis pas mal de temps est le grenier à blé de Rome. Et vu que les propriétaires de grosses exploitations agricoles avaient beaucoup d'argent, s'étaient enrichis grâce à la production agricole, eh bien ils avaient pu acheter masse d'esclaves qu'ils traitaient très mal. Et à 2 reprises, un chef charismatique a pris les choses en main. Et voilà, c'est ce qui a donné la première et la deuxième révolte servile avant la troisième menée par Spartacus, qui sera d'ailleurs la dernière. Mais fait très important, retenez-le bien parce que ça va être le même cas de figure pour Spartacus, je n'arrive plus à dire son nom, et ça va expliquer pas mal de petites choses. C'est le fait que à chaque fois que des armées romaines ont été envoyées, là en l'occurrence en Sicile, pour combattre les révoltes d'esclaves, eh bien ils y allaient à reculons. Alors non pas parce qu'ils avaient peur, mais en fait tout simplement par fierté, parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait aucun mérite à sortir vainqueur de tels affrontements. C'est vous dire à quel point on respectait les esclaves, et ça va être la même démarche vis-à-vis de Spartacus. Quand on va aller après lui, on va y aller parce que vraiment on est obligé d'y aller sans grand enthousiasme, et puis ceux qui pourraient éventuellement mater la révolte rapidement vont préférer se concentrer sur des conflits qu'ils jugent plus nobles. Revenons-en à Spartacus et à ses... J'ai failli dire compatriotes, mais en fait le mot n'est pas tellement approprié, puisque il faut savoir qu'au cours de l'épopée de Spartacus, donc que ce soit le groupe de départ ou tous ceux qui vont venir gonfler les effectifs petit à petit, tous ne venaient pas de la même région. Les esclaves, ils sont pris un petit peu partout dans l'Empire ou aux frontières de l'Empire romain. Et c'est assez intéressant de se demander comment ils arrivaient à communiquer, à coordonner leurs attaques, puisque Spartacus, par exemple, provient de Thrace, mais il y avait des Gaulois et autres. Du coup, comment ils arrivaient à communiquer? On imagine aujourd'hui qu'ils parlaient une sorte de patois tiré du latin, mais c'est assez intéressant de se poser la question. Dans tous les cas, Spartacus et ses camarades gladiateurs eh bien, sont bloqués sur les pentes du Vésuve. Alors pourquoi sont-ils bloqués, coincés? Eh bien parce que s'ils descendent, ils vont être cueillis par le préteur Gaius Claudius Glaber, qui les attend accompagné de 3000 auxiliaires. Donc descendre n'est pas l'idée du siècle, mais en même temps ils commencent à avoir faim, à avoir soif. Et là, on raconte que Spartacus aurait imaginé un stratagème, celui de faire arracher tous les pieds de vigne et avec les sarments, donc les rameaux, construire des échelles de fortune et descendre discrètement du Vésuve, prendre l'armée romaine à revers et les vaincre. En tout cas, ça c'est si on en croit les dires de Florus dont on a déjà parlé, ou la légende qui s'est construite autour de ce récit. Après la victoire au Vésuve contre l'armée romaine, eh bien, va s'en suivre une succession de batailles dont il n'est pas vraiment nécessaire de connaître le détail, mais sachez juste que la liste est plutôt longue et qu'à chaque fois ce sont Spartacus et ses hommes qui en sortent les vainqueurs. Toutefois, la période n'est pas sans intérêt et on peut même dire qu'elle est charnière. Et pour bien comprendre la suite, il y a 2 événements qu'il faut particulièrement avoir en tête. Le premier, c'est que petit à petit,
l'oiseau fait son nid. Non, petit à petit, les effectifs vont gonfler. Et si vous vous rappelez bien, on était parti d'une bande d'anciens esclaves gladiateurs d'environ 70 hommes. Et on va aboutir, en tout cas à cette période, à un groupe de 50 000 individus, incluant femmes et enfants. Alors ça, Spartacus, il n'a pas vu venir, hein, il ne l'avait absolument pas prévu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va lui poser question. Ce qui est normal, hein, mettons-nous un instant à sa place, il n'est qu'un jeune homme, hein, il a environ 25 ans, et il est face à un énorme dilemme. Est-ce qu'il doit prendre ces gens sous sa protection et donc défendre leurs intérêts, combattre Rome et potentiellement tout perdre, ou est-ce que il doit prendre la poudre d'escampette, chacun son destin, Inch'Allah, qui vivra verra. Moi, j'ai la possibilité de rentrer chez moi et de mourir libre en étant un peu plus âgé, j'y vais. Bon, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que Spartacus a opté pour la première option, et on peut légitimement se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et il me semble que la réponse est finalement toute bête, hein, c'est simplement que Spartacus a été ému par le sort de ces gens. Certains parlent le même dialecte que lui. La plupart, enfin tous même, sont des esclaves qui viennent de conditions misérables, hein. Ils appartiennent à de grands propriétaires agricoles qui les maltraitent. Donc quand on a un petit peu d'humanité, on est touché par le sort de ces gens et on n'est pas un monstre qui va s'enfuir et les laisser se débrouiller. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, l'explication paraît très plausible, aucun souci. Là où il faut faire plus attention, c'est quand vous pouvez lire que Spartacus était un révolutionnaire anti-esclavagiste. Là, attention, c'est ce qu'on appelle un anachronisme, hein, c'est qu'on veut plaquer des concepts modernes sur des sociétés anciennes qui étaient fort différentes, avec des contextes totalement éloignés du nôtre. Et c'est absolument faux, hein. Spartacus, c'était pas un combat idéologique qu'il a mené, c'est un combat pragmatique. Le système romain en lui-même ne lui pose pas plus question ou problème que ça, jusqu'au moment où ça vient entraver sa propre liberté. Juste petite mise en garde. Et deuxième événement important de l'époque, c'est justement face à l'afflux de toutes ces nouvelles personnes, on va décider de scinder le groupe. Donc on va élire plusieurs chefs dont les principaux seront Spartacus et le Gaulois Crixos. C'est quand même Spartacus qui se retrouve à la tête du plus gros des troupes, hein, puisqu'il a sous son commandement 30 000 hommes, ce qui est énormissime, hein. Il a 25 ans, il commande 30 000 hommes. Alors ceci étant dit, vous vous posez peut-être la question, en tout cas vous commencez à avoir des petites idées qui vous viennent comme mais attends, ça commence à devenir bien organisé cette affaire. Forcément, l'armée romaine va réagir, va envoyer des troupes, va mater cette rébellion de simples esclaves, c'est quand même pas bien compliqué. Eh bien, absolument pas, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, Rome, jusqu'à la fin, va sous-estimer la menace que représente Spartacus, et voilà, pas bien voir l'intérêt d'occuper du monde avec une simple petite rébellion d'esclaves. Et en plus de ça, il faut quand même le dire, hein, les deux grands généraux de guerre de l'époque, que sont Pompée et Lucius, sont occupés ailleurs. Pompée est en Hispanie, donc en Espagne, et Lucius est en Orient, sur le territoire de la Turquie actuelle. Et peut-être pensez-vous à un certain Jules César. Eh bien, sachez qu'à cette époque, on ne sait pas bien ce que fait Jules César. En tout cas, il est aux abonnés absents. Le premier gros coup dur porté à l'épopée de Spartacus, c'est la cuisante défaite du Gaulois Crixos et de tous les hommes qui l'accompagnaient près du mont Gargano. Alors que s'est-il passé? Eh bien, si Spartacus a poursuivi, lui, sa route vers le nord, dans l'objectif de passer les Alpes et d'atteindre des terres libres, hein, comme la Germanie ou la Gaule, Crixos et les autres ont la brillante idée d'aller piller les riches campagnes du sud de l'Italie. Donc l'idée est terriblement mauvaise, hein. L'aventure va être très brève, ils vont être acculés par l'armée romaine, se réfugier sur le mont Gargano et littéralement se faire massacrer. De son côté, Spartacus s'en sort mieux. À chaque fois qu'il doit affronter des légions romaines désormais dirigées par des consuls, hein, on a pris du grade, eh bien il est victorieux
tout se passe très bien pour lui, jusqu'au moment où il va un petit peu vriller quand il apprend ce qui est arrivé à Crixos et à tous ses anciens compagnons. Alors Spartacus n'est pas content du tout et il va mettre en place l'un des épisodes, si ce n'est l'épisode le plus cruel de son aventure, en organisant des jeux du cirque inversés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Spartacus fait construire un grand cirque de bois dans la vallée des Abruzzes et il va forcer les prisonniers romains à se battre en duel, deux par deux, comme lui pouvait le faire quand il était gladiateur, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cet épisode terrible passé, eh bien, il poursuit sa route, comme si de rien n'était, vers le nord. Il va défaire les 10 000 hommes qui sont commandés par le gouverneur de Gaule cisalpine Longinus, et voilà, enfin parvenir aux Alpes, sauf que, sans doute un petit peu rebuté par l'ambiance, il fait très froid, il est difficile de trouver de quoi se nourrir et autres problèmes, eh bien Spartacus et tous les autres vont finalement faire demi-tour et tenez-vous bien, c'est un groupe qui est désormais composé de 120 000 personnes. Pendant ce temps, à Rome, les choses commencent enfin à bouger quand un homme va se lever et se décider à intervenir pour mater cette rébellion d'esclaves qui n'a que trop duré. Alors cet homme, qui est-ce? Eh bien c'est Crassus, l'homme le plus riche de la péninsule italienne et à qui il ne manque finalement qu'une victoire militaire pour assurer la bonne marche de son parcours politique. Crassus va profiter de l'absence de Pompée, son principal rival, pour se faire voter par le Sénat l'imperium, qui est le pouvoir suprême, et être mis à la tête de 10 légions. Donc une légion, c'est 6000 soldats. Donc quand même, Crassus est bien accompagné, et en plus de ça, Crassus a oublié d'être bête. Il s'est bien rendu compte que affronter frontalement Spartacus, c'était sans doute la pire des idées, et il va donc privilégier des stratégies annexes, par exemple bloquer tous les raids de l'armée de Spartacus dans la campagne environnante, ce qui va bloquer le ravitaillement et vite devenir un problème. Toutefois, malgré ces précautions, eh bien, la première véritable rencontre entre Spartacus et Crassus va se solder par une défaite de ce dernier, tout simplement parce que l'un de ses légats lui a désobéi et a engagé 2 légions contre les forces de Spartacus et a été vaincu. Alors là, Crassus, il est furieux. Comme Spartacus, il va organiser un épisode très cruel puisqu'il va remettre au goût du jour une vieille pratique romaine qui avait été un petit peu oubliée et que l'on appelle la décimation. Alors, la décimation, en quoi ça consiste? Eh bien, vous prenez tous les soldats que vous jugez responsables de la débâcle, vous les rassemblez en groupes de 10, et à l'intérieur de chacun des groupes, il y en a un qui va être tiré au sort. Et celui qui est tiré au sort, eh bien, il est fouetté et mis à mort par les 9 autres. Pendant que Crassus est occupé à péter un boulon et à tuer une partie de son armée, Spartacus, lui, est toujours en fuite vers le sud de l'Italie et il va commettre ses premières erreurs à ce moment-là. Déjà, il va scinder son armée en deux, jugeant que ce sera plus facile de commander ses 120 000 hommes. Or, visiblement, ce n'était pas une bonne idée puisque dès que c'est fait, il connaît la toute première défaite de son aventure et lui et les 60 000 hommes qui l'accompagnent sont obligés de se retrancher dans un camp de fortune. Alors là, vous commencez un petit peu à vous inquiéter pour Spartacus, mais rassurez-vous, ce garçon a des idées derrière la tête puisqu'il a entre-temps passé un accord avec des pirates ciliciens. Cet accord consiste en quoi? Eh bien, en échange d'argent, les pirates vont faire passer tout le petit groupe via le détroit de Messine en Sicile. Alors pourquoi la Sicile? Eh bien déjà, Spartacus imagine que la population locale, qui est majoritairement servile, ce sont des esclaves, soutiendra son projet. Après tout, ils ont déjà combattu Rome à 2 reprises, pourquoi pas 3. Et en plus de ça, eh bien, Spartacus s'imagine volontiers prendre la mer à partir de la Sicile pour rejoindre enfin sa terre natale, la Thrace. Sauf que le plan est bon sur le papier, mais dans la réalité, un pirate, ce n'est pas forcément toujours très fiable. Ce qui les intéresse, eux, c'est l'argent. Donc dès qu'ils ont empoché le prix de la traversée, hop, ils vont voir le propriétaire de Sicile qui est très très riche, qui peut leur offrir encore davantage,
et ils trahissent Spartacus, laissant tout ce beau monde bloqué sur la péninsule italienne. Donc là, oui, commencez à paniquer puisque Spartacus et les autres sont bloqués, ils sont piégés. Pour aller en Sicile, il faudrait y aller à la nage. Et en face d'eux, vous avez ce fameux Crassus qui débaroule, donc roulant des épaules, bien fier de lui, et qui leur sort sûrement un truc du genre eh ben les cocos, on fait moins les malins, déjà vous n'êtes que la moitié de ce que vous étiez, et maintenant vous allez voir, vous n'allez jamais pouvoir vous échapper, vous allez être forcés de m'affronter avec mes 10 légions. Et pour être bien sûr que ça se passe comme ça, Crassus ordonne à son armée de creuser un fossé long de 55 km et large de 4,5 mètres. Autrement dit, Spartacus et les autres n'ont d'autre choix que de rester où ils sont et de se préparer à l'ultime affrontement. La bataille finale a lieu en 71 avant notre ère sur l'actuelle commune de Senelkia. Et que va-t-il se passer lors de cet affrontement? Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Pour Spartacus et son armée, c'est une défaite totale. Les 60 000 hommes engagés avec Spartacus vont presque tous se faire massacrer par l'armée romaine. Bien sûr, Crassus va aussi essuyer des pertes. Il va perdre environ 1000 légionnaires, mais on pourrait presque dire que c'est dérisoire par rapport à tout ce que perd Spartacus, puisque lui-même aurait sans doute souhaité connaître une fin un petit peu plus glorieuse, même si la légende essaiera de nuancer cette fin, ma foi, assez rapide, puisqu'en fait ce qui se passe, c'est que dès les toutes premières minutes du combat, Spartacus est touché par une flèche à la cuisse et il va perdre trop de sang pour réaliser l'unique objectif qu'il s'était donné, celui de tuer Crassus. Objectif qui, en toute subjectivité, était totalement réalisable, puisque à l'époque, les généraux romains combattaient en première ligne, donc c'était des personnages qui restaient accessibles, mais voilà, Spartacus mourra sans avoir pu approcher celui qui voulait emporter avec lui dans la tombe, et la légende a essayé un petit peu de redorer son blason en racontant qu'il a quand même réussi à tuer 2 centurions avant de s'effondrer au sol mortellement blessé. Avec la mort de Spartacus, ce sont 3 années de révolte servile, puisqu'on est parti d'un groupe d'anciens esclaves gladiateurs qui prennent donc une fin plutôt terrible et dramatique. Mais ce jour-là, croyez-moi, il valait mieux mourir au combat que d'être un survivant. Que ce soit les 6000 prisonniers faits par Crassus ou les 5000 survivants qui avaient réussi à fuir et qui remontaient vers le nord de l'Italie, la fin ne sera guère terrible. Mais pour finir sur une autre anecdote un petit peu glauque, sachez que le corps de Spartacus n'a jamais été formellement identifié et donc n'a jamais été retrouvé. Avant de revenir sur le triste sort réservé aux prisonniers de Crassus et sur la postérité du mythe de Spartacus, il faut un instant s'arrêter sur la question suivante. Pourquoi Rome a-t-elle mis autant de temps à mater la rébellion d'un simple esclave? Alors la question est intéressante et importante à se poser, et bien sûr la réponse est multiple, donc j'apporterai simplement quelques éléments. Déjà, il faut savoir que à la même époque, quand Spartacus est en train de se rébeller, Rome est occupée sur d'autres fronts. Je l'ai déjà dit, mais les 2 plus grands généraux de guerre de l'époque, que sont Pompée et Lucius, ils sont tous 2 occupés à guerroyer ailleurs. Et même si le Sénat leur avait demandé de revenir pour intervenir sur la péninsule italienne, il aurait fallu s'organiser et surtout tout cela prend du temps. On est face à un immense empire et ça pose quand même la question de Jules César. On peut imaginer qu'il était peut-être le plus proche des 3, c'est-à-dire qu'il aurait pu arriver rapidement sur place, mais visiblement il a fait la sourde oreille, puisque il paraît évident qu'il a entendu parler de Spartacus, mais il a préféré ne pas répondre. Il a sans doute jugé cette rébellion d'esclaves indigne de lui. Alors franchement, l'histoire ne lui a pas donné tort, puisque tout le monde connaît Jules César et la guerre des Gaules, mais combien de personnes savent que c'est Crassus qui a maté la rébellion de Spartacus?
Deuxième élément important, le fait que Rome ait très très longtemps sous-estimé la menace que représentaient Spartacus et son armée. Franchement, depuis le début des combats, c'est dérisoire les forces que l'on envoie contre l'ancien gladiateur, hein. On parle deux légions, donc au maximum, allez, 10 000, 12 000 hommes. Et face à eux, vous avez des anciens combattants des jeux du cirque ou des esclaves qui n'ont vraiment rien à perdre, donc ils vont se battre bec et ongle, qui sont 30 000, 60 000 et même 120 000 à un moment donné. Donc franchement, c'est ridicule. Et tout ça, c'est une question de fierté. Tout ça parce que les Romains, voilà, méprisent cette bande de barbares qui sont en plus d'anciens esclaves et qu'ils jugent que c'est indigne d'eux d'aller vaincre ces gens-là, qu'il n'y a vraiment aucun mérite à en retirer. Donc si on peut ne pas y aller, on n'y va pas, et si on y va, eh ben, on n'y va pas franco. Autre raison qui explique la durée de cette révolte, hein, c'est tout simplement la personnalité de Spartacus, hein. Les Romains ne font pas face à n'importe qui. Ils ont en face d'eux un Thrace qui a de l'expérience, qui est un meneur né, un excellent stratège, qui est très organisé et qui connaît bien les techniques et les tactiques de l'armée romaine, puisqu'il a lui-même été parmi les soldats qui composaient les troupes auxiliaires. Donc le gars sait un peu comment ça va se passer sur un champ de bataille et il est un peu à même d'anticiper les manœuvres et d'y répondre au mieux. Et c'est d'ailleurs assez rigolo de noter que Rome a largement participé à la légende de Spartacus, puisque ça faisait mieux d'écrire sur le papier que Spartacus était un leader charismatique exceptionnel, plutôt que de reconnaître que sa propre armée avait des faiblesses, hein, puisque clairement l'armée romaine a eu des grosses faiblesses. On peut même se demander si un gars comme Spartacus ou tous les autres qui l'accompagnaient, le groupe de départ, les gladiateurs, n'étaient pas mieux entraînés qu'un légionnaire romain. Donc ça la fout mal, donc on préfère encenser Spartacus que reconnaître ses propres erreurs. Dernier point qui me semblait important de partager avec vous, c'est la situation sociale de l'Italie du Sud à cette époque. Alors elle est assez particulière, hein, puisqu'il faut savoir que depuis environ 230 années, eh bien, l'Italie du Sud est occupée par de grandes propriétés agricoles que l'on appelle les latifundia. Et ces grandes propriétés, elles arrivent à tourner, à bien fonctionner, à produire parce que les propriétaires qui sont très riches ont embauché masse de travailleurs et pris masse d'esclaves. Et c'est cette population de travailleurs pauvres qui va principalement rejoindre Spartacus, composer le gros de ses forces. Et cette question de la population servile divise aujourd'hui les historiens, puisque pour certains, elle est la preuve d'un empire puissant qui a réussi à assujettir foule de gens, et pour d'autres, elle est un petit peu le symptôme d'un empire qui est en train de perdre le contrôle parce qu'il s'est trop agrandi. Toutefois, il faut quand même noter qu'aucune cité ne va jamais soutenir Spartacus, sans doute par peur que la révolte ne se propage parmi ses propres rangs, et en plus ça la foutrait très mal par rapport à Rome qui représente l'autorité suprême. On en arrive à la dernière partie de cette vidéo. Entre-temps, la nuit est tombée, donc je n'ai aucune idée de si ça se répercute sur la lumière ou non, puisque c'est la première fois que j'utilise ma lampe artificielle. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais il me faut terminer cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'abord des survivants. Alors, comme j'ai pu le mentionner, c'est une répression terrible, hein, qui va être engagée contre les survivants, mais vous avez quand même deux cas de figure assez différents. Vous avez un premier groupe, ce sont tous ceux qui ont réussi à fuir le dernier champ de bataille, soit parce qu'ils ont voilà, feinté une blessure et ont réussi à s'échapper, soit parce que depuis le début ils étaient cachés derrière un bosquet. Peu importe, eux ils représentent un groupe d'environ 5000 personnes, et leur idée ça va être de rejoindre le nord de l'Italie, pensant peut-être pouvoir s'évader via les Alpes, comme Spartacus l'avait déjà suggéré avant, mais sur leur route, ils vont croiser Pompée qui, sur ordre du Sénat, les fera tous massacrer. On parle de 5000 personnes.
Vous avez ensuite un second groupe. Alors, à mon sens, ce sont eux qui connaissent le sort le plus cruel. Véritablement, ils auraient mieux fait de mourir sur le champ de bataille. Donc eux, d'ailleurs, âmes sensibles, s'abstenir, je ne plaisante pas, hein. Eux, Crassus va décider qu'ils ne méritent pas de vivre et qu'ils doivent être punis de la pire des manières. Et donc, on va tous les faire crucifier. Donc, les 6000 prisonniers de Crassus sont crucifiés, soit à des arbres, soit à des croix, sur la Via Appia entre Capoue et Rome. Alors, imaginez ou n'imaginez pas, il vaut peut-être mieux pas imaginer l'horreur de cette vision. Vous baladez sur la Via Appia et de tous côtés, vous avez des corps crucifiés. C'est terrible et c'est ainsi que s'achève le déroulé des faits historiques concernant l'épopée de Spartacus. Maintenant, quelques mots sur la postérité du mythe de Spartacus. Autrement dit, comment a-t-on raconté au fil du temps les faits et gestes de cet ancien gladiateur qui osa défier Rome pour retrouver sa liberté. Alors il faut déjà savoir qu'avec le temps, Spartacus est devenu la figure de l'anti-esclavagisme, celle du héros libérateur ayant peut-être pris conscience de sa classe et qui a réussi à mener les esclaves vers la liberté. Alors déjà c'est faux, hein, puisque tout le monde est mort, et en plus de ça, il faut faire quand même très attention à ce genre d'interprétation, à ce genre d'explication. C'est ce que j'appelle un anachronisme, une extrapolation. On est venu plaquer des concepts modernes, voire idéologiques, sur une figure du passé qui très clairement évoluait dans un monde bien différent d'une autre. En plus, quand on fait ce genre d'interprétation, on peut tendre vers une glorification du personnage historique. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'admirer certains personnages historiques, mais la glorification, c'est autre chose, puisque ça consiste à admirer quelqu'un en éludant les côtés un petit peu plus négatifs de ce que ce quelqu'un a pu faire ou a pu être. Par exemple, dans le cas de Spartacus, glorifier Spartacus, ça veut dire accepter, ça veut dire même admirer ce qu'il a pu faire dans la vallée des Abruzzes quand il a fait se combattre à mort des prisonniers romains. Et c'est également éluder le côté très violent de son épopée, hein, puisque l'épopée de Spartacus, elle est épique, elle est glorieuse, mais elle est également synonyme de destruction et de mort, hein, puisque sur son passage, les armées de Spartacus ont pillé, ont volé, ont agressé, et il ne faut pas l'oublier, il faut l'avoir en tête quand on va dire qu'on admire ou qu'on glorifie Spartacus. Dans un genre un petit peu moins extrême, vous avez aussi en France, à partir du XVIIIe siècle, de grands écrivains, de grands penseurs comme Voltaire, qui vont présenter la cause de Spartacus comme une guerre juste, comme une révolte qui était justifiable et qui mérite donc d'être racontée. Par exemple, Voltaire écrit dans son dictionnaire philosophique en 1764 « Il faut avouer que, de toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste et peut-être la seule juste. » Mais, et je ne sais pas si vous le savez, c'est surtout le régime soviétique et la gauche révolutionnaire qui vont faire de Spartacus leur figure de proue. En fait, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, vous allez avoir des grands penseurs de ces mouvements, de ces partis idéologiques, qui vont faire de la lutte de Spartacus contre Rome la lutte du prolétariat contre les méchants capitalistes. Donc c'est une lutte qui est assimilée et c'est là où on en revient à ce que je disais plus tôt, ces habitudes un petit peu dommageables de vouloir calquer nos concepts modernes sur des figures du passé qui vivaient dans un autre contexte historique. Vous allez par exemple vous en rendre compte dans ces mots que Marx a envoyés à Engels en 1861 et logiquement il y a une association qui va peut-être vous faire un petit peu tilter. Marx écrit « Pour me détendre, j'ai lu les guerres civiles de Rome d'Appien. Spartacus est le plus splendide des hommes de l'Antiquité. Grand général, un noble personnage vraiment représentatif du prolétariat de l'Antiquité. » Prolétariat de l'Antiquité, je sais pas vous, mais moi ça me fait bizarre d'entendre ces mots associés ensemble. Malgré tout, c'est une idée qui va avoir une grande
postérité, puisque pendant la Première Guerre mondiale, vous avez l'aile gauche du Parti social-démocrate d'Allemagne, qui est menée par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, qui va faire paraître en 1916 des tracts clandestins sous le nom de Spartacus. À la suite de ces mouvements, vous allez avoir tous les pays socialistes qui vont rendre un culte à Spartacus. Donc attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de population servile très pauvre durant l'Antiquité. Je ne dis pas que les mouvements socialistes ont eu tort de s'associer à Spartacus, mais ça me dérange qu'on relise l'histoire avec nos conceptions modernes. Et voilà, j'espère que cette nouvelle histoire de l'ombre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à commenter, à me donner votre avis dans le respect bien entendu. Sachez que j'ai passé la journée à filmer, donc je suis littéralement au bout du gouffre. J'ai peut-être la voix d'ailleurs qui a un petit peu déraillé et changé au cours de mon exposé. Bon, vous inquiétez pas, ça va aller, je vais boire un grand coup. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me fait très plaisir à chaque fois que je découvre un nouvel abonné ou quelqu'un qui a liké ou quelqu'un qui m'a laissé un petit commentaire. C'est très gratifiant, je vous assure, et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle histoire de l'ombre. D'ici là, portez-vous bien, ciao!